Pourquoi le temps ne remontait-il jamais? Ce que l'intrication quantique révèle. Imaginez une scène très simple. Une tasse tombe d'une table. Elle touche le sol. Elle se brise. Le café se répand lentement sur le carrelage. La chaleur se disperse dans l'air de la pièce. Quelques secondes plus tard, il ne reste qu'une petite catastrophe ordinaire. Mais maintenant, imaginez l'inverse. Le café se rassemble. Les gouttes remontent du sol. Les morceaux de céramique glissent les uns vers les autres. La tasse se recompose sans bruit. Elle remonte sur la table. Et la main qui l'avait laissée tomber se retrouve exactement comme avant. Dans un film, on appellerait cela un retour en arrière. Dans la vie, cela ne se produit jamais. Nous pouvons casser une tasse. Nous ne voyons jamais une tasse cassée se réparer toute seule. Nous pouvons mélanger du lait dans du café. Nous ne voyons jamais le lait ressortir du café pour retrouver sa petite forme blanche. Nous pouvons ouvrir une porte et laisser entrer l'air froid. Nous ne voyons jamais l'air froid et l'air chaud se séparer sagement, comme s'ils avaient regretté de s'être rencontrés. Le monde semble avoir une direction, pas seulement les aiguilles des horloges, pas seulement les calendriers. Une direction plus profonde, plus discrète, plus têtue. Les choses se mélangent, les traces s'accumulent. Les souvenirs vont dans un sens. Les causes semblent venir avant les effets. Et même lorsque tout est calme, même lorsque la nuit paraît immobile, le temps continue de descendre une pente invisible. Alors une question étrange apparaît. Pourquoi cette pente existe-t-elle? Pourquoi le monde ne remonte-t-il pas la colline? Si les lois fondamentales de la physique ne ressemblent pas toujours à nos souvenirs, si certaines équations peuvent être lues dans les deux sens, pourquoi notre expérience, elle, refuse presque toujours le retour en arrière? Et surtout, quel rôle joue l'une des choses les plus mystérieuses de la physique moderne, l'intrication quantique? Ce soir, nous allons suivre cette question doucement. Nous ne dirons pas que l'univers pense. Nous ne dirons pas qu'il protège le temps comme un gardien devant une porte. Mais nous allons voir quelque chose de presque aussi vertigineux. À très petite échelle, l'information peut rester cachée dans des relations subtiles. Des particules peuvent être liées d'une manière que notre imagination classique comprend mal. Puis, dès que ces systèmes touchent le monde autour d'eux, quelque chose se répand. L'information s'éparpille, les corrélations se multiplient, l'environnement devient témoin. Et ce qui pouvait encore interférer, hésiter, revenir peut-être, devient pour nous une histoire écrite dans trop d'endroits à la fois, comme une phrase murmurée dans une chambre, puis répétée par toute une ville. On pourrait, en principe, vouloir effacer chaque écho, mais il faudrait retrouver chaque bouche, chaque mur, chaque vibration de l'air. Il faudrait demander à l'univers entier de respirer à l'envers. Quand nous parlons du temps, nous pensons souvent à une ligne qui part du passé, traverse le présent et se dirige vers l'avenir. Mais cette image est déjà pleine de nos habitudes. Nous savons où se trouve hier. Nous savons que demain n'est pas encore là. Nous pouvons regarder une vieille photo, mais pas une photo prise la semaine prochaine. Nous pouvons regretter une parole, mais pas encore regretter celle que nous n'avons pas dite. Cette asymétrie est si intime qu'elle semble naturelle. Pourtant, dans beaucoup de lois microscopiques, les choses sont plus troublantes. Si l'on filme deux petites particules qui interagissent dans le vide, puis que l'on passe le film à l'envers, il n'est pas toujours évident de dire quel sens est le bon. Les équations qui décrivent certaines interactions fondamentales peuvent avoir une élégance presque réversible, mais notre monde quotidien n'a pas cette apparence.
Un œuf cassé ne redevient pas un œuf. Une fumée ne rentre pas dans l'allumette. Un parfum diffusé dans une chambre ne retourne pas spontanément dans son flacon. La différence vient d'un mot que nous entendons souvent, mais qui est facile à mal comprendre. L'entropie. L'entropie n'est pas simplement le désordre, comme on le dit parfois. Ce mot désigne plutôt le nombre de façons microscopiques dont un état macroscopique peut être réalisé. Un œuf intact est un état très particulier. Il faut que beaucoup de molécules soient arrangées d'une manière très précise. Un œuf cassé, étalé, mélangé, peut exister de beaucoup plus de façons. Le monde va donc presque toujours vers les états qui ont beaucoup plus de possibilités microscopiques. Non parce qu'une loi crie interdiction de revenir, mais parce que le retour demanderait une coordination si exacte qu'elle devient, pour un système ordinaire, pratiquement impossible. Si vous lancez des milliers de petites billes dans une pièce, elles peuvent toutes finir dans un coin. Ce n'est pas logiquement interdit, mais vous pourriez attendre beaucoup plus longtemps que la durée de vie des étoiles avant de voir cela arriver par hasard. Le temps thermodynamique ressemble à cela. Il n'est pas une barrière visible. Il est une différence de probabilité si immense qu'elle devient notre réalité. Nous vivons dans le côté où les traces se forment plus facilement qu'elles ne s'effacent. Et déjà, cette idée nous rapproche de la physique quantique. Car une trace, ce n'est pas seulement une marque sur un sol. Une trace, c'est une corrélation. Une relation entre un événement et autre chose qui en garde l'empreinte. La tasse cassée laisse des morceaux. Le café laisse une tache. La lumière laisse une image sur la rétine. La parole laisse une mémoire dans le cerveau. Le passé est ce qui a laissé des corrélations dans le présent, et l'intrication quantique est, d'une certaine manière, la forme la plus profonde et la plus étrange de corrélation que nous connaissions. L'intrication quantique commence par une idée qui semble presque impossible à dire avec des mots ordinaires. Deux systèmes peuvent partager un état commun, pas seulement deux objets qui se ressemblent, pas seulement deux billes dont on ignore la couleur, mais deux parties d'un même état quantique, si liées que décrire l'une toute seule ne suffit plus. Quand on mesure l'une, on découvre une corrélation avec l'autre. Et ces corrélations peuvent être plus fortes que ce qu'une image classique du monde autoriserait. C'est ce que les expériences inspirées par les inégalités de Bell ont rendu si célèbres. Pendant longtemps, on pouvait se demander si les particules ne portaient pas simplement des instructions cachées, comme deux enveloppes préparées à l'avance. On ouvre l'une, on trouve rouge. On ouvre l'autre, on trouve bleu. Rien de mystérieux. Les réponses étaient déjà là. Mais la physique quantique ne se laisse pas réduire aussi facilement à cette histoire. Les expériences montrent que certaines corrélations ne peuvent pas être expliquées par de simples variables cachées locales. La nature semble plus subtile. Cela ne veut pas dire que l'on peut envoyer un message plus vite que la lumière. Cela ne veut pas dire que l'on peut prévenir son passé. Cela ne veut pas dire que deux particules se téléphonent dans l'espace. Cela veut dire que le monde quantique ne se découpe pas toujours comme notre intuition découpe les objets. Le tout peut être plus fondamental que les parties. Et cette idée est déjà un petit tremblement dans notre manière de penser le temps. Car si deux particules partagent une histoire commune, alors ce que nous appelons un événement n'est pas toujours un point isolé. Il peut être une relation, une structure, un motif étendu entre plusieurs morceaux du monde. Dans un laboratoire, on peut créer, manipuler et mesurer ces relations avec une précision extraordinaire. Mais dans la vie quotidienne, nous ne voyons pas des chats dans des superpositions visibles. Nous ne voyons pas des chaises interférer avec elles-mêmes. Nous ne voyons pas une personne passer par deux portes à la fois. Pourquoi ? La réponse la plus importante pour notre histoire tient en un mot doux,
presque discret, mais immense. La décohérence. Imaginez une petite vague parfaitement régulière sur un lac. Elle peut rencontrer une autre vague. Les deux peuvent se renforcer ou s'annuler. C'est cela, l'interférence. Dans le monde quantique, les possibilités peuvent aussi interférer. Elles ne sont pas seulement des alternatives ignorées. Elles portent des phases, des relations fines, une sorte de musique mathématique. Mais cette musique est fragile. Dès qu'un système quantique interagit avec son environnement, il ne reste plus seul. Il touche une molécule d'air. Il absorbe ou émet un photon. Il influence un détecteur. Il réchauffe légèrement une surface. Il se corrèle avec quelque chose. Puis, cette chose se corrèle avec autre chose. Puis, encore autre chose. Très vite, l'information qui permettait de voir l'interférence n'est plus disponible dans le petit système. Elle est dispersée dans l'environnement. Ce n'est pas forcément détruit au sens absolu, mais c'est perdu pour nous. Perdu dans trop de détails, perdu dans trop de degrés de liberté, perdu comme une goutte d'encre dans la mer. La décohérence donne au monde son apparence classique. Elle explique pourquoi les superpositions quantiques deviennent si difficiles à observer pour les objets grands, chauds, humides, ouverts sur leur environnement. Un grain de poussière dans l'air est déjà bombardé de photons et de molécules. Un corps humain est un tourbillon d'interactions. Une tasse de café est un univers de collisions minuscules. Chaque interaction crée une petite trace. Chaque trace lie le système à son environnement. Chaque liaison rend plus difficile le retour à l'état pur d'avant. Ce point est essentiel. La décohérence ne dit pas seulement pourquoi nous ne voyons pas certains effets quantiques. Elle montre comment le monde enregistre ce qui arrive. Une mesure n'est pas seulement un chiffre sur un écran, c'est un événement qui se répand. Le détecteur change. L'air autour du détecteur change. La lumière qui rebondit sur l'écran change. Le cerveau du chercheur change. Le fichier enregistré sur un ordinateur change. Le résultat devient une partie du monde. Moins il est réaliste de revenir en arrière. Non parce qu'un juge cosmique l'interdit, mais parce que revenir demanderait de défaire toutes les corrélations, une à une. Exactement. Sans erreur, comme si l'on voulait retirer une phrase d'une conversation après qu'elle a déjà modifié le silence. Nous pensons souvent qu'un témoin est une personne. Quelqu'un voit un événement. Quelqu'un s'en souvient. Quelqu'un peut le raconter. Mais en physique, le témoin peut être beaucoup plus humble. Un photon peut être témoin. Une molécule d'air peut être témoin. Un mur peut être témoin. Une vibration peut être témoin. Un disque dur, une feuille de papier, une rétine, une onde sonore, un grain de poussière. Le monde est rempli de témoins minuscules. Quand quelque chose arrive, l'information ne reste pas enfermée dans l'objet. Elle fuit, elle se reflète, elle se copie imparfaitement, elle se répand en corrélation. C'est pour cela que le passé semble solide. Nous avons des souvenirs du passé. Les roches gardent des traces anciennes. La lumière des galaxies lointaines transporte l'image de leur état passé. Les fossiles, les cernes des arbres, les cratères, les documents, les cicatrices, les photographies. Tout cela est de l'information devenue durable. Mais nous n'avons pas de souvenir de demain. Non parce que demain serait moins réel dans une phrase philosophique, mais parce que les corrélations qui nous constituent pointent vers des états plus bas en entropie derrière nous. Notre mémoire est une trace, et une trace a une direction. Pour enregistrer quelque chose, il faut laisser une marque. Pour laisser une marque,
Il faut produire de l'entropie quelque part. Même un ordinateur très efficace dissipe de la chaleur. Même un cerveau calme consomme de l'énergie. Même une photo silencieuse existe grâce à une chaîne d'interactions irréversibles en pratique. Nous ne sommes donc pas des spectateurs placés à côté du temps. Nous sommes faits du même tissu que les traces. Notre sentiment de passé vient du fait que notre cerveau contient des enregistrements physiques. Et ces enregistrements sont possibles parce que l'univers a commencé, pour ce que nous pouvons observer, dans un état très particulier, très ordonné à grande échelle, puis a évolué vers des états où les traces peuvent s'accumuler. La mémoire n'est pas une fenêtre magique, c'est une structure matérielle. Et cette structure, elle aussi, paie le prix de l'entropie. On pourrait penser que l'intrication donne une porte secrète. Si deux choses restent liées, peut-être pourrait-on utiliser ce lien pour remonter le temps. Peut-être que le présent pourrait tirer sur le passé comme sur un fil. Peut-être que la physique quantique cache une trappe dans le plancher du monde. Cette idée est séduisante. Elle apparaît souvent dans la science-fiction. Elle donne de belles images, deux particules séparées par des années-lumière. Un message instantané. Un souvenir qui traverse le temps. Mais la vraie intrication est à la fois plus subtile et plus sobre. Elle produit des corrélations. Elle ne permet pas de transmettre une information contrôlée plus vite que la lumière. Elle ne permet pas d'envoyer un ordre vers hier. Elle ne transforme pas le futur en télécommande du passé. Au contraire, dans notre histoire, elle me ment. L'intrication rend souvent le retour plus difficile. Parce qu'elle ne relie pas seulement deux particules élégantes dans un laboratoire. Elle peut relier un système à un environnement immense. Quand une particule laisse une trace, ce n'est pas comme si elle écrivait une note dans un carnet unique. Elle se mêle à une foule. Elle partage son information avec des photons, des molécules, des vibrations, des appareils, des corps. Pour revenir en arrière, il faudrait récupérer toute cette information. Il faudrait rassembler les corrélations dispersées. Il faudrait inverser les interactions de l'environnement. Pas seulement annuler le mouvement visible. Annuler aussi les détails invisibles. La chaleur dans les murs. La lumière partie vers la fenêtre. Les molécules d'air déplacées. Les neurones qui ont enregistré l'événement. Les électrons du détecteur. Les vibrations dans la table. Le temps ne reste pas en avant parce qu'une seule particule refuse de revenir. Il reste en avant parce que le monde entier a déjà participé. C'est une idée très calme et presque triste. Chaque événement ordinaire est social, au sens physique du mot. Il ne reste pas seul. Il parle à son environnement. Et l'environnement garde des échos. Il existe des expériences quantiques dont les noms donnent le vertige. Choix retardé. Gomme quantique. Effacement de l'information. Ces mots sont magnifiques. Ils semblent annoncer une révolution presque magique. On pourrait croire qu'une décision prise maintenant modifie ce qu'une particule a fait avant. On pourrait croire que le futur réécrit le passé. On pourrait croire que le temps, dans le monde quantique, est une page que l'on peut corriger après coup. Mais il faut être très prudent. Ces expériences montrent quelque chose de profond sur les corrélations, la mesure et l'information disponible. Elles montrent que ce que l'on peut dire d'un système dépend de l'ensemble du dispositif expérimental. Elles montrent que certaines descriptions classiques, comme « la particule est forcément passée par ce chemin précis », peuvent être trompeuses, mais elles ne permettent pas de changer un événement passé à volonté. Elles ne permettent pas d'envoyer un message dans le passé. Elles ne permettent pas de recevoir demain une réponse à une question posée aujourd'hui. Dans beaucoup de ces expériences, on trie les résultats après coup. On regarde certaines corrélations dans certains sous-ensembles. On révèle un motif qui n'est visible qu'en comparant des données. Le passé n'est pas modifié comme dans un film.
C'est notre manière d'organiser les informations qui devient plus étrange que prévu. Cette nuance est importante pour garder la beauté sans tomber dans le brouillard. La physique quantique est déjà assez mystérieuse quand on la dit clairement. Elle n'a pas besoin qu'on lui ajoute des miracles. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que la réalité ne semble pas faite d'objets qui portent toujours leurs propriétés comme des étiquettes. Elle semble faite de relations, de possibilités, de mesures, de contexte. Mais dès que ces relations se diffusent dans un environnement immense, elles deviennent une histoire difficile à défaire. Revenons à une image plus simple. Imaginez une chambre parfaitement rangée. Chaque livre est à sa place. Chaque vêtement et chaque objet est posé avec précision. Puis une journée passe. On ouvre les tiroirs. On cherche une chemise. On pose un livre sur le lit. On déplace une tasse. On laisse tomber un ticket. On ne fait rien de dramatique. Le soir, la chambre est un peu moins ordonnée. Pour la ranger, il faut de l'énergie. Il faut regarder, choisir, replacer. Se souvenir de l'ordre voulu. Le désordre n'a pas besoin d'un plan. L'ordre, souvent, en demande un. À l'échelle du monde, cette intuition devient plus profonde. Un état très organisé correspond à peu de configurations possibles. La poussée d'un état plus mélangé correspond à beaucoup plus de configurations. Le d'univers n'a pas besoin de vouloir le mélange. Il suffit que les états mélangés soient infiniment plus nombreux. Et maintenant, ajoutons la mécanique quantique. Chaque interaction n'est pas seulement un choc. C'est aussi une mise en relation, une manière de distribuer l'information. Quand trop d'éléments deviennent liés, l'ordre initial n'est plus dans un seul endroit. Il est dans un motif global extrêmement compliqué. Reconstituer ce motif demanderait une précision presque inimaginable. C'est un peu comme si l'on déchirait une lettre en milliards de fragments, puis que chaque fragment était emporté par un vent différent vers une planète différente. En principe, si l'on connaissait tout, si l'on contrôlait tout, si rien ne nous échappait, on pourrait rêver de tout ramener. Mais nous ne sommes pas ce genre d'être. Et l'univers, à notre échelle, ne se comporte pas comme une main qui rassemble chaque poussière. Il laisse les corrélations se répandre. Il est tentant d'imaginer le passé comme un livre, un grand livre caché quelque part, une archive totale, un registre dans lequel chaque événement serait inscrit. Mais le passé physique ressemble moins à un livre qu'à une dispersion de traces. Le fait qu'il ait plu hier peut être inscrit dans la terre humide, dans les égouts, dans les nuages restants, dans vos chaussures, dans une photo, dans votre mémoire. Le fait qu'une étoile ait explosé il y a longtemps peut être inscrit dans la lumière qui nous arrive, dans la composition d'un nuage de gaz, dans certains éléments lourds formés par des générations d'étoiles. Le passé est partout, mais il n'est pas simple, il est redondant, partiel, bruyant, dispersé. Cette redondance donne au monde sa stabilité. Si un témoin disparaît, d'autres restent. Si vous oubliez un détail, une photo peut le garder. Si une trace s'efface, une autre peut survivre ailleurs. C'est aussi pourquoi le passé semble plus réel que l'avenir. L'avenir n'a pas encore laissé toutes ses traces dans notre présent. Nous pouvons calculer, prévoir, imaginer, mais nous ne possédons pas les mêmes enregistrements. Notre cerveau lui-même est un système qui porte des traces du passé. Il n'est pas placé au-dessus du temps. Il est entraîné par lui. Voilà pourquoi l'idée de temps qui remonte nous trouble autant. Si le temps remontait vraiment, les traces devraient s'effacer dans le bon ordre. Les souvenirs devraient disparaître avant leur cause. Les taches devraient retourner dans les verres. La lumière devrait revenir sur ses pas. Les corrélations devraient se dénouer.
Ce ne serait pas simplement une horloge qui tournerait dans l'autre sens. Ce serait l'immense tissu des relations physiques qui devrait se retisser à l'envers. Et ce tissu est presque infiniment emmêlé. Il reste une question plus profonde. Si l'entropie augmente, pourquoi y avait-il une faible entropie au départ? Pourquoi l'univers observable a-t-il commencé dans un état qui permettait une flèche du temps? Cette question touche la cosmologie. Elle n'a pas une réponse simple et définitive. Le jeune univers était très chaud, très dense, très uniforme. Quand on pense seulement à la matière et au rayonnement, cela peut sembler proche de l'équilibre. Mais la gravité change l'histoire. Avec la gravité, un univers très lisse peut représenter une condition très particulière. Puis, au fil du temps, la matière se rassemble. Des étoiles naissent, des galaxies se forment, des trous noirs apparaissent, la structure grandit. La flèche du temps que nous vivons est donc liée à une condition cosmique ancienne. Nous sommes les enfants d'un début très spécial. Nos souvenirs, nos tasses cassées, nos ordinateurs, nos étoiles, nos corps chauds dans des chambres silencieuses, tout cela dépend d'un écart initial. Si l'univers avait commencé dans un état d'équilibre total, il n'y aurait peut-être pas de flèche utilisable, pas de grande différence à exploiter, pas de traces durables, pas de vie telle que nous la connaissons. La vie elle-même est une petite structure qui maintient de l'ordre local en augmentant l'entropie ailleurs. Nous mangeons, nous respirons, nous dissipons de la chaleur, nous construisons des souvenirs, nous rangeons parfois une chambre. Localement, nous pouvons créer de l'ordre. Globalement, nous payons toujours quelque part. Même notre pensée a une température. Pour comprendre à quel point le retour en arrière est difficile, imaginons une machine impossible. Une machine capable de mesurer chaque particule autour d'une tasse qui se brise, chaque molécule d'air, chaque photon émis, chaque vibration du sol, chaque changement dans les yeux de la personne qui regarde, chaque activité neuronale liée au souvenir de la chute. Puis la machine inverse tout. Pas approximativement. Exactement. Elle donne à chaque particule la vitesse inverse. Elle remet chaque phase quantique en relation. Elle annule chaque corrélation avec l'environnement. Elle récupère chaque trace. Alors, peut-être dans un monde idéal, la tasse pourrait se recomposer, mais cette machine devrait être plus grande que l'événement. Elle devrait inclure l'environnement, puis l'environnement de l'environnement, puis l'appareil qui mesure, puis la machine elle-même. Très vite, la frontière disparaît. Pour inverser parfaitement un événement réel, il ne suffit pas d'agir sur l'objet. Il faut agir sur le monde qui l'a enregistré. C'est là que le titre de notre histoire prend son sens. Que fait l'univers pour que le temps ne remonte pas? Il ne ferme pas une porte. Il ouvre trop de portes à la fois. Il laisse l'information partir dans trop de directions. Il laisse les systèmes s'intriquer avec leur environnement. Il laisse les traces se multiplier. Il laisse l'entropie rendre les retours exacts presque impossibles. Ce n'est pas une interdiction, c'est une dilution. Le passé n'est pas enfermé derrière nous, il est répandu autour de nous. Il y a une différence entre ce que les équations permettent et ce qu'un être vivant peut vivre. Une équation peut parfois accepter deux directions. Un cerveau, lui, est une machine à traces orientée. Nous ne ressentons pas toutes les possibilités microscopiques. Nous ressentons un monde stabilisé par la décohérence, la mémoire, les objets, les corps, les habitudes. Quand vous voyez une chaise, vous ne percevez pas toutes ces interactions quantiques. Vous percevez un objet stable. Cette stabilité est possible parce que l'information sur la chaise est copiée dans l'environnement. La lumière rebondit sur elle.
Vos yeux la reçoivent, d'autres personnes peuvent la voir aussi. La réalité quotidienne est ce que beaucoup de témoins peuvent confirmer sans se coordonner mystérieusement. Cette idée est parfois appelée une forme de darwinisme quantique. Les états les plus robustes sont ceux dont l'information peut être copiée dans l'environnement de manière redondante. Ils deviennent les faits classiques de notre monde. Nous vivons parmi ces faits robustes. Pas parce que le monde quantique aurait disparu, mais parce qu'il s'est caché dans la profondeur des corrélations. Le monde classique est comme la surface calme d'un océan. Sous cette surface, l'eau bouge partout. Mais pour marcher, construire, se souvenir, nous avons besoin de la surface. Il existe une autre histoire, plus ancienne que l'informatique moderne, mais qui parle déjà d'information. On l'appelle souvent le démon de Maxwell. Imaginez une boîte remplie de gaz. Au milieu, une petite porte. D'un côté, des molécules rapides. De l'autre, des molécules lentes. Si un petit être très habile pouvait ouvrir et fermer la porte exactement au bon moment, il pourrait laisser passer les molécules rapides dans un sens, les molécules lentes dans l'autre. Peu à peu, il créerait une différence de température. Il semblerait faire reculer l'entropie, comme si l'ordre pouvait apparaître gratuitement. Pendant longtemps, cette image a troublé les physiciens. Où est le coup? Pourquoi ce petit démon ne peut-il pas battre la deuxième loi de la thermodynamique? La réponse moderne passe par l'information. Pour trier, il faut savoir. Pour savoir, il faut mesurer. Pour mesurer, il faut enregistrer. Et pour effacer ou réinitialiser une mémoire physique, il y a un prix thermodynamique. L'information n'est pas un fantôme au-dessus de la matière. Elle doit être portée par quelque chose. Un bit dans un ordinateur, un état dans un cerveau, une marque sur une feuille, une orientation magnétique, une charge électrique. Et quand cette information est manipulée, effacée, copiée ou stabilisée, elle participe au bilan physique du monde. Cette idée rejoint notre question. Un événement quantique ne devient pas un fait classique seulement parce qu'un humain le regarde. Il devient stable parce que de l'information sur lui s'inscrit dans des supports physiques. L'environnement mesure sans intention. Il sélectionne sans conscience. Il garde des copies sans savoir qu'il garde quelque chose. Un photon qui rebondit sur une poussière ne comprend rien, mais il emporte une information. Une molécule d'air qui heurte une surface ne raconte aucune histoire, mais elle change de mouvement. Une vibration qui traverse une table ne se souvient pas comme nous, mais elle fait partie d'un réseau de conséquences. Le démon de Maxwell nous rappelle donc une leçon calme. On ne peut pas séparer l'information du monde qu'il apporte. Et si l'on veut faire remonter le temps, il ne suffit pas de déplacer des objets. Il faut aussi remettre toutes les informations dans leur état d'avant. Pas seulement les grandes informations visibles, les petites aussi, les presque invisibles, les corrélations minuscules, les traces thermiques, les états de l'environnement. La difficulté ne vient pas seulement de la force, elle vient de la connaissance. Il faudrait connaître trop de choses, puis agir sur trop de choses, puis ne pas laisser cette action créer à son tour de nouvelles traces. C'est comme vouloir ranger une bibliothèque infinie avec des gants qui déplacent chaque livre qu'ils touchent. Dans notre expérience ordinaire, une chose semble réelle quand plusieurs chemins mènent vers elle. Vous voyez la lampe sur la table. Une autre personne peut la voir. Une caméra peut l'enregistrer. La lampe projette une ombre. Elle réchauffe un peu l'air. Elle se reflète dans la vitre. Son existence est confirmée par une multitude de traces compatibles. La physique moderne suggère que cette redondance joue un rôle profond. Certains états d'un système résistent mieux à l'environnement. Ils sont copiés de manière plus stable. Ils deviennent accessibles à plusieurs observateurs sans que ces observateurs aient besoin d'interagir directement avec l'objet. Nous ne voyons pas le monde quantique nu. Nous voyons ce qui a survécu au contact avec l'environnement.
C'est comme si la réalité quotidienne était une version publiée d'un texte beaucoup plus compliqué. Le brouillon quantique contient des possibilités, des phases, des relations fragiles. Mais la version que nous lisons, elle, a déjà été imprimée en milliers d'exemplaires dans l'environnement. Une fois qu'une information est copiée partout, elle devient robuste. Mais cette robustesse a un prix. Elle rend l'effacement exact presque impossible. Effacer une idée notée sur un seul papier est facile. Effacer une idée imprimée dans chaque livre d'une ville devient une autre affaire. Effacer un résultat quantique isolé peut parfois être imaginé dans un laboratoire. Effacer un événement macroscopique dont les traces sont parties dans l'air, la lumière, la chaleur et les mémoires devient une tâche cosmique. Nous pouvons donc reformuler la question. Pourquoi le temps ne remonte-t-il pas? Parce que le monde publie trop vite ces événements. Il les publie dans les photons, dans les molécules, dans les surfaces, dans les corps, dans les appareils, dans les cerveaux. Le présent devient lisible parce que le passé a été copié. Mais ces copies rendent le retour presque inaccessible. Imaginez maintenant que vous êtes dans une pièce parfaitement isolée. Pas de lumière qui entre, pas de son, pas de poussière, pas d'air. Un petit système quantique flotte dans un vide presque parfait. Dans ces conditions, on peut protéger certaines propriétés. On peut préserver des cohérences pendant un temps. On peut faire interférer des états. On peut construire des technologies quantiques qui exploitent précisément cette fragilité. Mais la protection demande un effort. Il faut refroidir, isoler, corriger, mesurer avec prudence, empêcher l'environnement d'apprendre trop vite ce qui se passe. C'est une phrase étrange, mais elle est belle. Pour garder le quantique, il faut empêcher le monde de savoir. Dès que le monde sait, même sans conscience, les possibilités se séparent pour nous. Les chemins deviennent distinguables, les interférences s'effacent. Le fait classique apparaît. Dans une chambre, nous ne sommes pas des systèmes isolés. Nous sommes ouverts. Nous échangeons de la chaleur. Nous respirons. Nous recevons de la lumière. Nous émettons des sons minuscules. Nos corps sont traversés par des réactions chimiques. Nos cerveaux réorganisent des souvenirs. Même dans le sommeil, nous ne sommes pas fermés au monde. Nous sommes des îles peut-être, mais des îles entourées de courants. La flèche du temps passe à travers nous avec ses échanges. Elle n'est pas seulement devant nous. Elle est dans la chaleur de notre peau, dans la lente usure des objets, dans la poussière qui se dépose, dans la mémoire qui se transforme. On pourrait croire qu'expliquer le temps par l'entropie et l'information rend le monde moins mystérieux. Comme si une réponse scientifique retirait la poésie. Mais ici, c'est presque l'inverse. La poésie devient plus vaste. Le passé n'est pas seulement derrière nous, il est distribué dans le présent. Le présent n'est pas seulement un instant qui passe, il est un nœud de corrélation. La mémoire n'est pas seulement une impression intérieure, elle est un phénomène physique, fragile, coûteux, orienté. Et l'intrication, souvent présentée comme une magie de distance, devient aussi une manière de comprendre pourquoi le monde garde ses traces. Le mystère ne disparaît pas, il change de forme, il n'est plus dans l'idée vague que tout serait possible. Il est dans la précision vertigineuse nécessaire pour qu'une seule chose revienne vraiment en arrière. Une tasse qui se répare toute seule n'est pas impossible parce que notre imagination est trop pauvre. Elle est absente parce que le monde qui l'entoure devrait, lui aussi, rejouer sa partition à l'envers. Et cette partition comporte trop d'instruments, trop de notes, trop d'échos, trop de témoins.
La nuit est un bon moment pour penser à tout cela, parce que la nuit rend les traces plus visibles. Une lampe allumée dans une fenêtre, une route vide qui garde la chaleur du jour, une étoile dont la lumière a voyagé pendant des années, un souvenir qui revient quand le bruit diminue. Tout ce que nous appelons présent est rempli de choses venues d'avant. Notre corps porte une histoire. Les atomes lourds en nous viennent d'anciennes étoiles. Notre cerveau porte des apprentissages. Notre chambre porte les marques de notre passage. Même la lumière qui entre par la fenêtre peut avoir traversé un temps immense. Nous sommes entourés de passé. Mais ce passé n'est pas une prison. C'est la condition même de l'expérience. Si aucune trace ne restait, il n'y aurait pas de mémoire. S'il n'y avait pas de mémoire, il n'y aurait pas de récit. S'il n'y avait pas de récit, le mot « moi » deviendrait presque impossible. La flèche du temps peut parfois sembler cruelle. Elle nous empêche de réparer exactement ce qui a été brisé. Elle nous empêche de revenir au moment d'avant. Mais elle permet aussi que quelque chose s'accumule. Une connaissance, une cicatrice, une promesse, une chanson apprise, une relation qui dure, une étoile qui fabrique des éléments, une planète qui refroidit, une vie qui se souvient, un monde parfaitement réversible où rien ne laisse vraiment de traces serait peut-être mathématiquement élégant, mais il serait difficile d'y dormir, d'y aimer ou d'y raconter une histoire. Alors, pour ne pas laisser le temps remonter, qu'a fait l'univers à l'intrication quantique? La réponse la plus honnête est peut-être celle-ci. Il ne l'a pas supprimée. Il l'a laissé se propager. L'intrication n'est pas seulement un lien précieux entre deux particules isolées. Dans un monde réel, elle devient aussi un réseau immense de relations avec l'environnement. Ce réseau transforme les possibilités fragiles en traces robustes. Il rend certains retours théoriquement pensables, mais pratiquement hors d'atteinte. Il donne au passé une présence dispersée. Il donne au présent une mémoire. Le temps ne va pas vers l'avant parce que chaque petite loi microscopique aurait une flèche dessinée dessus. Il va vers l'avant parce que le monde a commencé dans un état particulier. Parce que les états mélangés sont beaucoup plus nombreux. Parce que les interactions distribuent l'information. Et parce que nous-mêmes sommes faits de traces. Ce n'est pas une réponse brutale. C'est une réponse de brouillard et d'écho. La tasse ne se recompose pas parce que trop de choses savent qu'elle s'est brisée. Le café ne remonte pas parce que sa chaleur a été partagée. Le souvenir ne revient pas en arrière parce qu'il est devenu une structure dans un cerveau vivant. Le passé est partout. Et c'est précisément pour cela qu'il ne revient pas simplement à un seul endroit. Alors ce soir, si vous entendez le silence de la pièce, imaginez toutes les petites traces qu'il contient. La chaleur qui s'échappe lentement. La lumière qui a touché les murs. Les pensées qui se calment. Les souvenirs qui restent. Rien de tout cela n'a besoin d'être effrayant. C'est seulement le monde qui continue d'écrire. Pas avec une plume, avec des corrélations, avec de la chaleur, avec de la lumière, avec des particules qui se rencontrent, se séparent et laissent derrière elles un fil trop fin pour être repris. Le temps ne remonte pas, mais il nous laisse quelque chose, une direction, une mémoire, un soir et la possibilité, doucement, de fermer les yeux dans un univers qui ne revient pas en arrière, mais qui garde la trace de ce qui a été. Si cette idée reste avec vous quelques instants, laissez-la devenir très simple. Il n'y a rien à retenir avec effort, rien à résoudre maintenant. Le monde peut continuer à écrire ses traces pendant que vous n'avez plus besoin de les suivre. La chaleur peut se perdre doucement dans la pièce.
La lumière peut quitter les murs. Les pensées peuvent se séparer, comme des particules qui ne demandent plus à être observées. Et vous pouvez simplement rester là, dans le même sens que le temps, sans le pousser, sans le retenir, seulement accompagné par cette étrange douceur. Tout passe, mais rien ne passe sans laisser une trace.